On est resté petit jusqu'en 2015, pendant 8 ans on était à peine 5. Au niveau juridique, on a peu d'entités, mais les marques, il y en a on va dire une grosse dizaine. Nous on se projette vraiment sur le long terme et c'est une belle aventure qui pourra arriver dans 5-10 ans, l'accélération à l'international. Et c'est une des difficultés de beaucoup de cabinets de recrutement, c'est le turnover. Le turnover subi, c'est des bons performeurs partent. Ok, j'ai récupéré le job, je lui envoie un CV. Qu'est-ce qu'il fait de mon CV? Est-ce qu'il me répond? Est-ce qu'il me répond pas? S'il m'ignore, j'arrête de bosser pour lui et je vais chercher un autre client. Bonjour Joseph. Bonjour Alexis. J'espère que tu vas bien. Hyper bien, et toi? Bah super bien. Du coup, ça me fait très plaisir de t'accueillir. Bah, écoute, merci pour l'invitation, ravi d'être là. Bah oui, et tu as fait un trajet vu que tu es quand même de Montpellier. Absolument, un petit village à côté de Montpellier. Alors je suis venu pas uniquement pour être là, mais en plus pour être là, et je suis content d'y être. Ouais. Trop bien. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Alors, du coup, j'ai 46 ans. Je travaille dans le recrutement depuis maintenant une vingtaine d'années. Et avec Chloé, nous avons cofondé Linking Talents, qui est un cabinet de recrutement multispécialisé. Nous avons aujourd'hui 260 collaborateurs, une très belle croissance de 40% par an en moyenne. Cette année, on est uniquement à 4 parce que c'est une année particulièrement difficile. Compliquée, hein. Mais c'est déjà de la croissance. Et donc, on travaille sur l'ensemble des métiers. Et on a bon espoir de devenir leader du recrutement multispécialisé en France en 2028-2029. Voilà comment je peux faire une présentation synthétique et ambitieuse. Magnifique, mais c'est super beau. Et ça fait du coup 17 ans, c'est ça que tu me disais Ça fait 17 ans. On a créé d'abord PayJob avec Chloé, donc cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la paye. On est resté petit jusqu'en 2015 où on était à peine 5. Tu vois, pendant 8 ans, on était à peine 5. On bossait pas comme des fous. On avait fait un choix de vie peut-être plus personnel à ce moment-là. Et un enchaînement de choses ont fait qu'en 2015, on a décidé d'accélérer. On a d'abord accéléré sur PayJob et depuis début 2019, on a créé Linking Talents, la marque mère qui est devenue aujourd'hui notre marque. PayJob reste aujourd'hui le cabinet qui fait le plus gros chiffre d'affaires quand même dans cette marque, mais devrait passer numéro 2 d'ici 1 ou 2 ans. Il commence à être challengé par d'autres cabinets à l'intérieur. Ok, très bien. Il y a du coup plusieurs entités dans le groupe. Il y a combien d'entités? Alors au niveau juridique, on a peu d'entités, mais les marques, il y en a, on va dire, une grosse dizaine. Si on compte les principales, il y en a un petit peu plus, mais qui sont toutes petites pour certaines. Mais celles qui comptent un peu, il y en a une grosse dizaine. Ouais. Et puis on commence à être à l'international aussi un petit peu. D'accord. On a aujourd'hui... après 3 ans, parce que ça fait 2-3 ans qu'on y est sur l'Allemagne, on a enfin un consultant qui commence à performer en Allemagne. C'est pas été facile. On a plusieurs consultants qui commencent à performer en Espagne, en Belgique. Donc, on a les ramifications pour la suite. Nous, on se projette vraiment sur le long terme et c'est une belle aventure qui pourra arriver dans 5-10 ans, l'accélération à l'international. Ouais, c'est génial en vrai. Ouais, c'est super, on se régale et puis on a la particularité d'être full remote aussi. Ouais. Alexis, je crois que je savais même pas. Ouais. Donc en fait, donc ça c'est une particularité aussi dans les cabinets de recrutement. Il y en a pas ou très peu, si peut-être des plus petits mais pas beaucoup, en tout cas pas de notre taille. Et donc aujourd'hui on a des consultants qui sont partout en France. Peu à Paris finalement parce que quand tu peux être full remote, souvent tu essayes d'aller autre part. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Et quelle est ta volonté justement à travers de Linking Talent? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde du recrutement? Parce que l'ambition justement d'être leader sur le marché, elle est magnifique et j'aimerais comprendre la raison d'être selon toi justement de... Non, alors c'est vraiment pas... c'est tout simplement un côté ludique. Hein. Nous, on le vit comme un côté ludique, comme on jouerait à un jeu de société ou à une compétition de sport. Le but, c'est d'être dans la performance pour le plaisir de l'être. Ou je sais que toi, d'ailleurs, tu aimes bien l'être sur le sport. Parfois, tu partages des choses. Donc, c'est cette idée d'essayer de se pousser. C'est jouissif au quotidien. Presque parfois, tu prends plus de plaisir dans l'épreuve. Tu vois, j'y réfléchis dernièrement parce que je suis en train d'essayer de rédiger un livre qui pourra sortir d'ici 6 mois, 1 an. Donc, tu vois, génial. Ça va être dévoilé. Ouais. Et du coup, ça me fait faire un peu de recul sur notre histoire. Je vois a posteriori que souvent, quand on a été trop dans la facilité, presque c'était moins rigolo. C'est curieux à dire et c'est presque une parole d'enfant gâté de dire ça. Mais je pense que ça peut se comprendre que quand tu es dans l'adversité. Ou là, et typiquement, moi j'ai fait une école de commerce. En prépa, j'ai pris beaucoup plus de plaisir finalement qu'en école. Parce que le fait de ne pas avoir de challenge,
Enfin, moi, ça m'excite pas. Donc finalement, je ne vais pas dire que je me régale dans l'année actuelle, parce que c'est quand même pénible de devoir, et peut-être encore plus pour mes consultants qui doivent faire du commercial toute la journée. Mais au moins, ça te force à te réinventer. Et donc c'est ça qu'on cherche. Je m'imagine pas. Enfin, je vais pas dire, tu vois, il y a souvent les cabinets de recrutement souvent te disent, bah nous, on change le monde, on change des vies, etc. Je trouve que c'est un petit peu prétentieux de dire ça. Et je vais pas aller sur cette présentation-là. Ouais. Trop bien, moi, c'est bien, avec beaucoup d'humilité. C'est top. Et aujourd'hui, avec la situation actuelle, elle est assez compliquée. On sait que le marché des cabinets de recrutement connaît une décroissance, même. Je crois que en moyenne, c'est moins 15%, moins 15%, cette année, ouais, sur ce la que j'avais France. en tête. Ouais. Déjà, c'est bien de faire plus 4%, du coup, Ouais. dans cette situation-là, même s'il y avait quand même de la grosse croissance. Comment tu as vu ces dernières années, justement, évoluer le marché du recrutement? Alors écoute, il y a un point très intéressant, c'est les freelances, que je suis avec attention. Euh, Nous-mêmes, on a décidé de ne pas s'y positionner là-dessus. On aurait pu faire aussi... Du RPO ouais, ou de faire, tu vois, un collectif de freelance. En plus c'est quelque chose que j'ai eu en tête depuis longtemps. Après, on a fait le choix de ne pas courir plusieurs lièvres. Surtout qu'avec Chloé, on a une approche où on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais comme beaucoup d'associés, je pense. Et donc, à un moment, c'est bien de rester focus sur ce que tu fais, quoi. Donc, voilà. Par contre, je les regarde. Je regarde si, moi, mes bons consultants sont tentés de partir, se mettre à leur compte, ce qui serait dur, parce que ce qui est hyper important pour les cabinets de recrutement, c'est l'humain, je crois qu'on en parlait tout à l'heure avant de lancer, l'humain est au centre, et donc ce qui est hyper important, c'est d'arriver à garder tes bons éléments. Et c'est une des difficultés de beaucoup de cabinets de recrutement, c'est le turnover subi. C'est-à-dire que des bons performeurs partent. Alors, des bons performeurs, en plus, c'est aussi des gens qui ont fidélisé des clients, donc souvent quand ils partent avec des clients. Donc ça, c'est une tendance que je regarde. Pour autant, j'essaye de particulièrement respecter ces gens-là, parce que je trouve que ça sert à rien de se tirer dessus. Comme tout concurrent, il faut essayer plutôt de... On a plus à gagner à regarder ce qu'ils font bien, les autres, et à essayer de faire pareil. Donc ça, c'est une tendance. Et après, dans les autres difficultés, on a vu d'autres cabinets de recrutement qui montent. On n'est pas le seul. Donc moi, je suis aussi les autres. J'en ai un autre dont je ne vais pas donner le nom là, qui n'ont pas souhaité échanger avec moi d'ailleurs. Et voilà, ils sont dans une concurrence. Et c'est vrai qu'il y a un quota assez frontal sur les cabinets. En tout cas, nous, on a échangé avec beaucoup de cabinets, vu qu'on a accompagné une centaine de boîtes, dont je pense 60 ou 70 cabinets. Et on organisait des ateliers privés entre dirigeants de cabinets. Il y avait beaucoup de réticence au début. Les gens se disaient, mais pourquoi on doit échanger avec d'autres cabinets où on est concurrents? Et il y avait un gros côté concurrence qui était assez fort. Ouais, et puis c'est dommage. Surtout qu'une fois que tu commences à te connaître, tu te rends compte qu'on est tous uniques et on peut s'inspirer, mais on peut pas copier un autre modèle. On a tous des modèles différents avec nos forces et nos faiblesses. D'autres cabinets qui sont en train de monter. Il y a les gros de la place. Il y a eu des changements sur les gros, c'est-à-dire que tu as évidemment Page qui reste loin devant, gros leader, suite à Hayes. Ensuite, je pense que nous, on n'est pas loin d'être troisième, côte à côte aujourd'hui avec Fed. Et puis, ensuite, tu as des cabinets comme Robert Half, qui a un peu déserté quand même, qui s'est extrêmement réduit en France. Donc le paysage a beaucoup changé, avec des mouvements forts, de très forte croissance en 2022, comme on se disait. Nous, on a fait 105% de croissance en 2022. Ouais, c'était fou, notre meilleure année de tous les temps. La meilleure, on avait fait 70, c'était 2018, je crois, un truc comme ça. Et par contre, derrière, paf, le crash, et avec des cabinets qui font du moins 15, voire parfois pire, moins 20. Voilà. Donc, il faut encaisser aussi les coûts. C'est-à-dire des structures, nous on est en full remote, donc on a moins ces structures-là, ces coûts-là, mais on a des coûts salariaux peut-être, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus atteints, ceux qui ont des voitures, qui ont des gros coûts salaires fixes, qui ont des bureaux, etc. Mais c'est peut-être pas là où tu veux m'amener, peut-être que je suis en train de te parler de mon microcosme de cabinet de recrutement, mais c'est pas... C'est hyper intéressant, non mais c'est exactement ça. Justement, cette décroissance, selon toi, elle est due à quoi? Comment tu vois le marché cette année? Pourquoi, justement, c'est plus compliqué en ce moment? Alors, moi, je crois qu'on est dans une économie, enfin, moi, ma vision, elle est quand même assez négative sur l'économie française. Donc, je pense que on vit aux dépens des générations futures, on s'endette, on ne travaille pas assez.
on se paye trop, et donc finalement, ça ne pourra pas tenir toujours. Et forcément, les autres pays, eux aussi, ils ont envie d'en profiter. Et donc, il y a un rétablissement naturel qui se fait à partir du libéralisme et de quelque chose de très simple. Donc, malheureusement, je pense que si on se positionne à 10, 20 ans, ça ne va pas être une folle croissance pour la France. Après, il peut y avoir encore des bonnes années. Là, on sait très bien qu'on est en train de payer tout simplement le Covid et l'assèchement avec les taux d'intérêt qui sont montés. Là, les banques centrales sont en train de baisser les taux d'intérêt. Il est possible que d'ici 6 mois, 1 an, ça reparte de manière assez sympa. Il faut juste encaisser le coup et tenir. Il faut prendre des décisions courageuses. Beaucoup n'arrivent pas à les prendre. Et c'est notamment les cabinets qui, même si je ne les connais pas en détail, donc je ne veux pas juger de cabinets en particulier, mais ceux qui pourraient être amenés éventuellement à fermer, c'est ceux qui n'ont pas été assez angoissés finalement et assez anxieux pour savoir à un moment peut-être diminuer son effectif ou en tout cas faire des efforts même soi-même, diminuer sa propre paye, pourquoi pas, diminuer ses dépenses en tout cas d'une manière générale pour arriver à rester compétitif, quoi. Ouais. Et tu penses que du coup dans les prochains mois, années, ça ira mieux en termes de croissance? Comment tu Je vois? pense qu'on a une bonne année devant nous compliquée. Après, j'ai du mal à penser que ça puisse tenir beaucoup plus longtemps parce que je pense qu'on va continuer, la France va continuer à réussir à s'endetter et à soutenir une croissance, et l'Union européenne aussi. On a la même chose qu'on parle de France, mais c'est pareil en Allemagne, hein. L'Allemagne est en état de récession, mais je pense qu'on va quand même encore 10-20 ans pouvoir profiter d'endettement. Et donc nous, en termes de cabinet de recrutement, on va pouvoir avoir de la croissance à nouveau. Oui, ça ne peut pas tenir à ce rythme-là. De toute façon, si ça tient à ce rythme-là encore 5-6 ans, tu vas avoir un groupe comme Page qui ferme en France. Donc, est-ce que c'est possible? Non, j'y crois pas. Je pense que ça va redémarrer. Et si tu regardes l'histoire à 20 ans des groupes comme Page, justement, qui sont des groupes publics, dont les résultats sont publics puisque c'est des groupes cotés en bourse, tu vois qu'ils ont connu régulièrement des baisses de moins 20%, ensuite des montées de plus 20%. Donc c'est aussi le cycle classique des cabinets de recrutement, puisqu'on est en première ligne dans l'activité économique. Quand ça redémarre, on fait appel à nous, on est les rois du pétrole, et quand ça freine, on est laissé de côté. Ouais, il faut accepter les extrêmes, quoi. Bien sûr. Et comme tu dis, il faut bien piloter sa boîte, tel un bon dirigeant. Et ce côté de montagne russe, il est en plus complètement à l'image du métier de consultant en recrutement, qui lui aussi connaît des très belles périodes comme des chutes. Ce qui est intéressant, du coup, en tant que cabinet de recrutement, tu vas aider d'autres entreprises à recruter. Donc, tu vas être un tiers de confiance. Quelles sont les stratégies que tu vas pouvoir mettre en place, par exemple, par rapport à des clients finaux, à des clients que tu accompagnes? Est-ce que tu as différentes sources d'acquisition? Comment tu vois un peu cette plus-value de faire appel à un cabinet? Alors, déjà, il y a le fameux débat, tu sais, entre les cabinets de recrutement au succès et les cabinets de recrutement en exclusivité. Clairement, ouais, si tu arrives à en parler un peu plus pour que les gens aient bien les notions. Écoute, il suffit de parler de succès sur LinkedIn pour que tu saches que quelqu'un va rebondir pour te dire « Mais non, il faut travailler à la compte, c'est pas possible. Vous êtes en train de vous réduire au rang d'esclave à travailler au succès. C'est pas comme ça qu'on fait. En plus, vous n'allez pas faire de qualité. » Donc, en fait, globalement, ce que vont dire les cabinets qui travaillent à la compte, les cabinets qui travaillent à la compte, c'était plutôt les anciens cabinets français. En fait, finalement, jusqu'au début des années 2000, tu avais les cabinets installés qui travaillaient en exclusivité à la compte. Et puis les anglo-saxons, donc Page et tout ce qui a suivi, finalement, il y a beaucoup de cabinets comme nous. Nous, on est des petits-fils de Page. Moi, j'ai été formé dans un cabinet de recrutement où eux-mêmes, les fondateurs, étaient des anciens de chez Page. Donc aujourd'hui, Page a irradié le marché français et avec la pratique du recrutement au succès, qui a transformé et qui a fait beaucoup de mal aux cabinets qui travaillaient à la compte. Parce que tout d'un coup, un client, on lui disait « Écoutez, vous ne payez que si on vous trouve un candidat. » Donc, nous, chez nous, et je le dis sur LinkedIn, donc je peux l'annoncer ici, alors que peu de gens sont transparents là-dessus, on ne place que dans 30% des cas, un tiers des fois. Donc 2 tiers des fois, on travaille pour rien. Donc c'est hyper confortable pour un client. Le client n'a aucun compte à te rendre. Ici, il ne veut plus répondre au téléphone, il ne répond plus au téléphone. Et il ne paye que s'il retient ton candidat. Donc ça veut dire aussi qu'il peut faire travailler plusieurs cabinets de recrutement en même temps. Bon, alors c'est une pratique qui s'est énormément aussi généralisée dans d'autres domaines. Dans l'immobilier, on a tous l'habitude de travailler
avec plusieurs cabinets d'immobilier qui vont essayer de de vendre notre bien. Et nous, par contre, il faut qu'on fasse avec ça. Et un des défauts des consultants en recrutement, c'est de trop prendre pour acquis leurs clients. C'est-à-dire que quand ils ont un job, ils sont contents. Ils se disent « Ah ben c'est bien, j'ai un job ». Sauf que non, tu vas le placer qu'une fois sur 3, ton job. Et encore, si tu fais partie de la moyenne, parfois certains vont le placer qu'une fois sur 5. Donc il faut être très... C'est pas ça ne s'arrête pas au moment où tu trouves un client. À tout moment, il faut être extrêmement réactif. Et je crois que c'est une des clés de la performance dans ces métiers. Tu me posais la question pour les clients, ça va être la même chose. C'est qu'il faut toujours être dans le challenge. Et donc un client, ok, j'ai récupéré le job, je lui envoie un CV. Qu'est-ce qu'il fait de mon CV? Est-ce qu'il me répond? Est-ce qu'il ne me répond pas? S'il m'ignore, j'arrête de bosser pour lui et je vais chercher un autre client. Tu vois, il faut être dans cette logique. Ensuite, les cabinets qui travaillent à la compte vont te dire... oui, mais du coup, vous allez faire des commerciaux, vous allez faire un travail de commercial et vous allez pousser n'importe quel candidat pour le placer. Alors certes, on peut le faire, et certains le font. Mais si tu fais ça, tu te grilles un client sur le futur. Parce que quel est notre but à nous tous? Moi, pourquoi on a créé PayJob avec Chloé? C'est parce qu'on a eu un bon client qui s'appelait ADP-GSI, qui est le leader de l'externalisation de la paye, qui a été content de mes services. Un jour, ils m'ont fait travailler. Le premier directeur m'a fait travailler, il m'a recommandé au deuxième, il m'a recommandé au troisième. Et à la fin, je faisais presque la moitié de mon chiffre d'affaires avec ADP-GSI. Le but des consultants en recrutement, c'est de trouver quelques gros clients et de travailler pour ces gros clients. Et ça, ils peuvent le faire que s'ils font du bon boulot. Si on se rend compte qu'ils font du travail, entre guillemets, de sagouin, en train de pousser n'importe quel candidat sans faire leur job d'évaluation derrière, ça ne marchera jamais sur le moyen long terme. Selon toi, tu crois en quelle approche? Tu crois plus à l'approche directe, plus à l'inbound, Ah oui, tu me parlais de ça. Ouais. aux différents aussi job boards? Quelles est un peu, toi, les sources qui, selon toi, sont les plus performantes? Moi là-dessus, nous on travaille aujourd'hui. Indeed avait pris un peu un monopole, enfin peut-être pas un monopole, mais en tout cas une grosse part du marché français depuis quelques années, alors que je me rappelle très bien d'Indeed il y a 10 ans, ça ne valait rien. Et alors je ne sais pas comment du jour au lendemain, parce qu'ils nous voulaient qu'on les teste à l'époque, on n'y allait pas, dès qu'on testait ça ne marchait pas. Du jour au lendemain, ils ont réussi à monter comme des flèches, peut-être à coup à l'époque, c'était Monster, il y a 15 ans, toi, tu n'as pas connu, je pense, mais il y a 15 ans, c'était Monster qui était un gros leader. Monster s'est effondré. Alors peut-être à coup de publicité, ils ont mis de grosses campagnes publicitaires, je pense, puis leur système de récupération des annonces ailleurs, finalement, a fini par marcher. Donc Indeed a pris une grosse part. Maintenant, ils viennent se faire challenger pas mal par LinkedIn aussi. Donc ce qui est pas mal. J'invente rien. De toute façon, Laurent Broy en a parlé il n'y a pas longtemps sur un post. Donc tu as ces deux acteurs. C'est pas mal quand même qu'un et toujours deux. Après, il y a énormément de job boards à côté qui peuvent être intéressants. Et je ne sais pas si c'est peut-être pas ta spécialité, mais j'ai discuté avec quelqu'un l'autre jour de... comment ça s'appelle Bon, enfin bref, peu importe. En tout cas, il y a énormément d'autres job boards où tu peux diffuser. La multidiffusion, ouais. Ouais. C'est un courtier, tu sais, le Ideuzo, gros courtier de... Okay, ouais. Voilà. Et donc, je discutais avec le patron. J'ai fait sa connaissance l'autre jour. Pourtant, on bossait avec lui depuis un moment, mais on ne s'était jamais vu. Et en tout cas, voilà, donc tu as aussi beaucoup d'autres possibilités. Ensuite, tu as la chasse sur LinkedIn, mais la chasse sur LinkedIn, ça va se faire que pour moi... J'ai toujours pensé qu'elle était surcotée, cette chasse. Mais c'est que mon opinion personnelle. Et tu as énormément de gens qui te défendent et qui disent qu'il leur faut absolument avoir recruteur pour chasser sur LinkedIn. Donc, mais je pense que c'est plus sur certains profils qui sont quand même au-delà de 50-60K pour moi. Et puis je questionne un peu le ROI parce que ça prend du temps quand même d'aller chasser sur LinkedIn. Ouais, tu troumes que le retour sur investissement est pas terrible au final sur LinkedIn? Alors je t'assure que nous on en a des licences recruteurs, donc, mais on tu les payes bien. Mais on vérifie la rentabilité. Donc sur certains métiers, je pense que sur l'IT, sur les métiers commerciaux, sur des métiers d'exécutifs, notre équipe qui travaille sur les métiers cadre exé. Eux, ils ont absolument besoin de LinkedIn recruteur, mais ensuite sur plein d'autres métiers, l'entrant fait très bien le job. Et ce qui est marrant avec l'entrant, et c'est une anecdote que j'aime bien mettre en avant, c'est que finalement, moi j'ai une anecdote comme ça, nous on recrute pour nous en interne, et donc j'ai une équipe de recruteuses, et un jour j'ai voulu leur montrer comment je faisais pour sélectionner mes CV. Donc je les ai réunis, j'ai pris ma sélection de la veille, et je leur ai dit, tenez, regardez, on va reprendre les CV que je vous ai envoyés la veille. Et alors, j'ai repris une liste de CV et j'ouvrais les CV et je leur disais, mais celui-là, je l'ai sélectionné ou pas? Même moi, je n'étais plus sûr du choix que j'avais fait la veille.
Ce que je veux dire, c'est que même dans le choix des CV, même une même personne peut faire des choix différents en fonction de son humeur, du moment, de comment elle imagine. Donc finalement, même l'art du recrutement à travers le retour d'annonce, il est extrêmement fin. Il est beaucoup plus fin que ce qu'on peut imaginer. On a tendance à considérer que les annonces, c'est pour les pauvres quelque part, et que ce qui est glorieux, c'est de faire de la chasse. Et je pense que c'est beaucoup trop surcoté. C'est cette fierté d'être allé approcher, tu sais. Alors que finalement, le retour d'annonce, là-dedans, il y a aussi évidemment comment on rédige une annonce, mais aussi comment on sélectionne les CV, comment on les approche, les candidats, la manière dont on va les relancer, les quelques mots qu'on va leur dire pour leur parler du poste, etc. C'est essentiel. Et on peut vraiment faire une différence là-dessus. Et en termes d'approche des candidats, donc finalement, nous on est aujourd'hui sur du 50-50. Okay. 50% annonce, 50% notre vivier. Donc on allait peut-être parler de ça aussi. Ouais, bah, nous, c'est une de nos forces dans notre cabinet de recrutement, c'est d'avoir un gros vivier. Alors aujourd'hui, il y a le RGPD qui pose aussi des soucis par rapport à tout ça, mais on essaye de s'adapter peu à peu. Encore l'Europe qui se facilite la vie. Mais oui, nous, on est un peu des ayatollahs du coding dans notre propre petite gestion, on code tous les candidats, etc. Je sais que dans beaucoup d'autres cabinets de recrutement, on ne le fait pas, parce qu'on considère que c'est du temps perdu. Les consultants, c'est pas ce qui les amuse le plus de coder les critères, etc. Mais nous, derrière, effectivement, ça nous aide quand même à retrouver pas mal de profils. Donc, il y a cette partie-là. Et puis, il y a toujours les CVTech et LinkedIn qui marchent un petit peu. Et c'est drôle, ce vivier, est-ce que tu le vois comme l'avenir du recrutement pour toi? Parce que moi, en tout cas, j'ai une conviction très forte que le vivier, c'est un asset long terme que tu peux amplifier. Et donc, ça va faire des effets cumulés. Donc, tu vas pouvoir animer une base qui grandit de plus en plus. Donc, tu fais le même effort et tu as plus d'impact, vu que ta base est plus grande. Comment tu vois ce vivier-là sur le long terme? En parlant avec toi, j'imagine qu'il y a plein de choses qu'on ne fait pas en termes d'animation, effectivement. Nous, on est vraiment dans une approche très basique du type on va leur envoyer un envoi groupé de mails pour leur dire qu'on a un besoin qui leur correspond, tu vois, des trucs comme ça. Mais je pense que tu dois pouvoir animer ça différemment. À l'époque où j'étais que sur PageJob et où j'allais très loin dans les réflexions, j'essayais par exemple, j'avais fait ce que j'appelle le club Pay. Et donc, je réunissais des responsables paye du BTP, par exemple, autour d'une visio pour échanger sur un sujet commun. Et donc ça, j'utilisais aussi toute cette data que j'avais, alors ça pouvait être de la data candidat aux clients, pour essayer de retrouver des spécialistes et de les regrouper comme ça. Donc, je pense que des gens qui seraient sur des niches pourraient faire des choses très intéressantes. Nous, aujourd'hui, on est passé on a adressé 60 000 personnes et on adresse 18 millions. Donc, on fait forcément quelque chose qui va être moins quali, moins approfondi que ce qu'on pouvait faire avant. Ouais, il y a une difficulté sur la segmentation après. Mais après, par contre, effectivement, si on s'adresse à, comme, je ne veux pas dévoiler des choses, mais comme on en parlait tout à l'heure, peut-être une certaine clientèle d'entreprise, en te disant que les entreprises pourraient cultiver leur vivier, je pense que oui, il y aurait des choses très intéressantes à faire à partir du moment où tu sais que tu t'adresses à une catégorie de candidats assez identifiés. Nous, on ne l'a même pas fait sur les consultants en recrutement, alors que c'est quelque chose qu'on pourrait faire, tu vois, pour chasser pour nous. Même là-dessus, on est les cordonniers pas très bien équipés. Mais oui, en tout cas, nous, on a toujours cru au vivier. Et sur PageJob, ça a été ce qui nous permet d'avoir d'ailleurs d'être au-delà de 50% de taux de transformation sur PageJob, alors qu'on est au niveau du groupe à 30%. Parce que on sait. Alors pour autant, je vais te donner des trucs qui vont te faire sauter au plafond. Je crois que c'est 70% des CV qui répondent aux annonces, on les a déjà dans notre vivier. Et on va les envoyer comme répondant aux annonces. C'est-à-dire on va les catégoriser comme des CV entrants et non pas comme des CV searchés. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont enfoncés dans le vivier. C'est-à-dire que ton vivier, en plus, il faut le faire vivre. Et ça, c'est pas évident. Ils se sont enfoncés dans le vivier parce que finalement, pour un consultant, ça va plus vite de poster une annonce. Parce que aussi, s'ils répondent, c'est qu'ils sont très intéressés, parce qu'ils ont quand même pris la peine de répondre. Donc finalement, c'est assez choquant, même pour PageJob, qui est un cabinet quand même vraiment de pointe, avec un vivier quand même assez limité, parce que sur les 60 000 payeurs en France, on en a peut-être 30 ou 40 000 dans notre vivier. 70% des gens dont on envoie le CV entrant, on les avait déjà dans notre vivier. Donc ça veut dire qu'il y en a peut-être plein d'autres dans notre vivier qu'on n'a pas été chercher. Ouais, tout simplement parce qu'on n'a pas pris le temps, parce que on a jugé que notre temps était mieux organisé différemment. Et si tu tires un trait si tu étendais, on va dire, une ligne Excel et que tu mettais ça sur les 3 prochaines années, selon toi, quels seraient les
stratégies qui vont avoir le plus d'impact? En tout cas, comment on va pouvoir attirer les talents sur 1 an, 2 ans, 3 ans? Parce que le monde du travail, il change quand même pas mal. Les attentes des candidats sont différentes. On postule aussi, il y a une expérience candidat qui aussi évolue au fur et à mesure du temps. Comment, selon toi, quels sont les bons leviers qui seront les plus pertinents et prometteurs sur les prochaines années? Alors déjà, moi sur cette idée, pardon, je réponds peut-être pas exactement à ta question, mais sur cette idée de on change de poste tous les 2 ou 3 ans, c'est vraiment un truc contre lequel j'ai envie de lutter. Je me rappelle que j'avais fait un podcast il y a 2 ans avec notre RH, un podcast interne qu'on a fait, et où je lui disais, mais non, mais j'espère surtout que tu vas pas partir dans 2 ou 3 ans, parce que, en fait, pour une entreprise, je sais pas si vous avez des salariés, Alexis, ou pas encore. Pas encore, non. Nous, on a Quand un collectif de freelance. quand tu as des salariés, et peut-être que c'est pareil avec des freelances, plus ils restent et meilleurs ils sont. Il y a une acquisition du savoir qui fait que ta rentabilité, pour parler de manière financière, elle va être, bon, en plus évidemment il peut y avoir le côté émotionnel et humain, mais ta rentabilité, elle va être bien plus forte au fur et à mesure. Et eux, ce qu'ils font aujourd'hui en 40 heures, bah demain ils vont le faire en 30 heures. Et donc il y a vraiment un win-win à arriver à rester avec ces gens-là. Donc déjà ça c'est en préalable. Ensuite, les évolutions que je vois dans les années qui viennent, toi tu me parlais sur le marché, qu'est-ce qui peut se passer, c'est ça Ouais, c'est ça, sur le marché, en fonction de l'évolution du marché, selon toi, quels seront les bons leviers plus tard qui vont permettre d'attirer les talents? Est-ce que Alors, je il pense faut communiquer différemment? je pense qu'il faut être hyper attentif, et ça c'est votre créneau, à l'intelligence artificielle au sens large et à la tech. Moi, je crois que je te disais que je suivais un podcast qui s'appelle Silicon Carnet, et justement qui parle de la Silicon Valley, et où c'est des entrepreneurs, Carlos Diaz, qui vit là-bas et qui met en avant tout ce qui est en train de se passer. Il nous parle bien sûr du gars de Tesla, Elon Musk. Elon Musk, merci de m'aider. Et donc, dans son dernier podcast, dans son dernier épisode, et alors lui-même, il suit des gars, donc je lis un peu ce qu'ils écrivent. Alors, je sais pas si c'est du lard ou du cochon, mais ils te disent qu'il peut y avoir des évolutions incroyables. Je sais pas si j'imagine que tu suis un peu toi aussi. Et donc ça, il faut être très attentif. Je ne sais pas quoi en penser, mais on te dit qu'il y a beaucoup de postes qui pourraient être supprimés, beaucoup de gains de productivité qui pourraient être faits, des boîtes, pourquoi pas, des entrepreneurs qui deviendraient milliardaires sans quasiment aucun salarié, parce qu'ils s'appuieraient sur énormément de technologies artificielles. Donc tout ça, ça va être à suivre de très près. Je ne sais pas si c'est toi qui as fait... J'ai vu passer aussi un autre post là-dessus dernièrement. Non, je crois que c'était peut-être Paul Bachelier. Mais enfin, bon, il y a beaucoup de réflexions. Je vois que... Et alors, il y a cette idée aussi que je lis beaucoup, qui est que ça va se faire d'un coup. C'est-à-dire que là, on a vu ChatGPT, ça monte peu à peu. D'abord, il y a eu une folie. Ensuite, les gens se sont dit, bon, finalement, il n'y a rien qui change. Et puis là, tout d'un coup, peut-être qu'à un moment, bam, ça pourrait accélérer, et comme un espèce de truc un peu traumatisant. Au point que Elon Musk apparemment serait en train et d'autres aux États-Unis commenceraient à réfléchir à un revenu universel, parce que si on n'aurait pas de quoi donner du boulot à tout le monde, etc. Donc, bon, ça c'est peut-être à 5-10 ans, mais ce que je veux dire, c'est peut-être que ça peut arriver plus tôt. C'est vraiment une tendance, on est tous en train de regarder ça, et on a l'impression qu'il n'y a pas de vérité forcément connue là-dedans. Après, à notre petit niveau, aujourd'hui, il n'y a pas tant d'évolution que ça. Il y a effectivement une vie très forte sur les ATS. Laurent Brois l'a partagé dernièrement. Donc, là aussi, il y a des gains de performance, de productivité. Il y a toutes ces histoires d'automation sur LinkedIn qui fait un peu débat, parce que LinkedIn, en théorie, interdit l'automatisation. Et pourtant, il y a énormément de boîtes et de gens qui l'utilisent. Mais ça montre aussi certaines limites. Nous, on ne l'utilise pas, et pour autant, on n'est pas si pénalisé que ça. Il y a toutes les problématiques juridiques qui vont naître, mais qui vont aussi être questionnées, parce que l'Europe, à un moment aussi, va devoir commencer à réfléchir à ce qu'ils n'en font pas trop, parce que c'est bien d'aller chercher des impôts sur Google, etc., mais si derrière Google te prive de leur technologie, c'est ce qui s'est passé dernièrement, parce qu'ils disent « Ok, on ne veut plus travailler avec vous, on va aller travailler ailleurs », bon, on va être pénalisé, replié sur nous. À un moment, on fait beaucoup trop d'autocentrisme bureaucratique, et donc là, il va y avoir des réflexions. Il va falloir donc libérer. On parle d'ailleurs au niveau du gouvernement aujourd'hui, je pars encore dans d'autres sujets, hein, excuse-moi, mais de revenir sur cette loi de simplification. Je ne sais pas s'ils vont arriver à faire grand-chose, mais
En tout cas, au niveau euh, pragmatique de notre métier, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on voit des changements incroyables. Aujourd'hui, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on voit des changements. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, Mais... ouais, c'est vrai qu'il y a tout cet aspect IA, etc., où on en parle beaucoup, mais dans le Voilà. quotidien, c'est compliqué de le voir implémenté. Ouais. Donc, on arrive à aider du coup des recruteurs et des consultants à l'implémenter chez eux, mais c'est pas quelque chose qui est instinctif pour eux. En tout cas, il y a le besoin d'avoir une sorte de simplification. Donc, par exemple, ChatGPT, c'est bien, mais il faut faire un prompt hyper long pour avoir un bon résultat. Ouais. Donc là, on va simplifier, on va créer une sorte d'assistant IA où bah, il va être déjà configuré avec tout le prompt et on va l'enrichir en continu pour que tu aies juste une petite requête à faire, Ok. mais qu'il ait tout ce savoir en amont. Et donc là, c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Donc je pense que ça va être ça, c'est comment on va réussir à simplifier l'usage de ces technos qui sont assez complexes. Et donc je pense que ça va passer par des agents IA spécifiques, spécialisés, des sortes d'assistants de travail. Limite, ça va être ton copilote de tâches du quotidien. Il va s'entraîner avec toi. Mm. Ça va être comme, je sais pas, on peut prendre un stagiaire ou un alternant qui va être avec toi à tes côtés et qui va Ouais. t'aider. Je pense que ça va passer par des outils qui vont répondre à des besoins très spécifiques. Donc, qui vont avoir une interface beaucoup plus sympa avec de la brique IA qui va permettre d'être super performant et qui va permettre aussi de s'intégrer plus facilement sur le marché. Aujourd'hui, les outils, moi je trouve ça assez dingue Ouais. à quel point il y a énormément d'outils qui naissent sur le marché et la barrière à l'entrée est de plus en plus faible. Parce que l'IA est accessible, on peut développer avec de l'IA, bref, ça devient très très simple. Toi, qu'est-ce que tu en penses justement de ces essors des outils en tant que dirigeant de cabinet? Tu te dis, bon, il y a plein d'outils, il faut que j'utilise plein d'outils, il y a plein de méthodes, etc., un peu des objets brillants. Comment Alors tu les accueilles et tu les gères? nous, on a notre directeur général qui est en charge de cette partie-là, Maximilien, ouais. Maximilien, ouais, qui a un intérêt et une bonne connaissance en la matière. Et puis, on a une équipe de développeurs internes. On doit avoir 5 développeurs internes. Donc, plus Zino qui travaille avec Maximilien, qui supervise toute cette équipe. Donc, c'est eux qui testent. Là, par exemple, si on prend un exemple simple, c'est les comptes rendus d'entretien. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a Nuta, je sais notamment, mais il y a aussi pas mal d'autres prestataires. Là, on est en train de les regarder. Nous, c'est un sujet sur lequel on est toujours à la main à ce jour, alors que beaucoup d'indépendants sont passés là-dessus. Beaucoup de cabinets de recrutement restent à la main. Il y a différentes problématiques. Il y a des problématiques encore légales, c'est-à-dire que tes informations, si tu les mets sur ChatGPT, elles peuvent partir aux États-Unis, ce qui est pas légal. Donc, bon, ça peut être dépassé, je crois. Ensuite, il y a des problématiques de rendu. Donc, on part de l'idée, nous, en interne, que ce qu'on va faire, nous, va être plus intelligent que ce que va faire la machine, parce qu'on va poser les bonnes questions, ça va remettre les bonnes infos au bon endroit, etc. Mais finalement, je pense qu'il faut aussi comparer à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et ce que la machine peut faire. Donc, on va tester ça. Donc, oui, on avance toujours, mais tu vois, c'est des problématiques qu'on avait déjà il y a 1 an ou 2 ans et sur lesquelles on n'a pas avancé. Donc, ça ne nous a pas empêché d'avancer. Après, c'est sûr que si tu arrives à faire tes comptes rendus d'entretien par une machine, tu gagnes au moins 5% de ta masse salariale. Donc, c'est quand même pas du tout anecdotique. Ouais, clairement, et ça booste la productivité des consultants Ouais. pour qu'ils Mais puissent passer plus de temps. C'est pas la partie qu'ils préfèrent. C'est pas la partie qui les amuse Ouais. le plus. Ouais, Ouais, c'est ça. Mm. Pour passer plus de temps avec les candidats en entretien. Ouais. Ouais, complètement. Mm. Complètement. Et qu'est-ce que tu dirais à une entreprise qui hésite à faire appel à un cabinet de recrutement? Alors, tu sais, moi, on est des très mauvais vendeurs, nous. Non, mais c'est vrai, je déjeunais avec un client à midi, là, qui est un ancien, justement, d'un grand groupe anglo-saxon dont on a parlé tout à l'heure. Et moi, j'ai jamais su vendre cher. Notre devise, c'est nous proposons, vous choisissez. Donc, on est vraiment dans une approche très humble dans ce qu'on a toujours fait. Et donc, j'ai jamais aimé essayer de convaincre un client. Alors, on a été assez content finalement que les anglo-saxons ouvrent le marché pour nous. On n'aurait peut-être pas été les bons pour expliquer tout ça. Mais puisque tu me poses la question, je pense que il y a énormément de raisons en fait finalement de passer par un cabinet de recrutement. Et la première, c'est que nous, on va investir dans tous les job boards. On connaît les job boards qui marchent et on investit dedans. Et on va acheter
peut-être que le prix qu'on aura, ça sera un prix inférieur à celui qu'aurait pu avoir le client s'il n'achète pas autant que nous, puisque nous, on va acheter énormément d'annonces dans l'année. Donc déjà, on va pouvoir le diffuser afin qu'il ait des offres sur toutes les plateformes. En plus de ça, il peut passer avec 1, 2, 3 confrères s'il veut à côté et faire exactement la même chose. Donc il va avoir 4 fois plus d'annonces qui vont être diffusées partout. Donc déjà, par rapport à s'il y est tout seul, là, il attaque. Ensuite, il n'a pas besoin de traiter les candidats. C'est-à-dire qu'il faut recevoir des candidatures, les sélectionner. Pourquoi pas appeler un petit peu, discuter avec les gens, faire tout le premier travail. Donc tout ce premier travail, on le fait. C'est un temps économisé qui est énorme pour le client. Il n'a pas besoin de faire la phase où on explique aux candidats qui ne sont pas retenus une fois qu'on les a vus en entretien, puisque ça, il peut nous le déléguer. Il n'a pas besoin de faire toute la phase de sélection sur la prise de référence, etc. Et donc, ouais, moi je pense qu'au final, entre le temps passé, les gains financiers, et puis en plus, une fois, comme je te le disais tout à l'heure, nous on place 30% du temps. Je ne sais plus si je te le disais en off ou pas, mais ça veut dire que très souvent le client ne va même pas payer. Il peut au bout d'un moment dire bah non, finalement je ne recrute plus. Il y a un remplacement au cours de la période de garantie, un remplacement qui est assuré et qui est gratuit. Il y a énormément d'avantages finalement à passer par un cabinet. Après, j'imagine qu'il y en a aussi à ne pas le faire, puisqu'on a encore aujourd'hui une grande majorité des entreprises qui ne passent pas par des cabinets de recrutement, pas systématiquement en tout cas. Je pense que pour les postes agents de maîtrise plus cadres, on a quand même une majorité. On dit souvent que uniquement 75%, enfin que uniquement 25% des postes sont... on ne connaît pas les chiffres exacts, mais sont externalisés en France, alors que ça serait plutôt 70% en Angleterre. Mais je pense que quand on parle de ça, on parle de l'ensemble des postes, et notamment des postes ouvriers. Mais je pense que dès qu'on arrive sur un certain niveau de rémunération, on a quand même la majorité des postes qui sont externalisés au cabinet de recrutement. Donc pour moi, il y a vraiment une montagne de raisons de le faire. Et après, je peux comprendre qu'il y a aussi des raisons de ne pas le faire. Ouais, c'est vrai parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent se plaindre de la commission, qui peuvent être assez grandes. Mais c'est vrai que quand tu évoques le cas de... en fait, il y a beaucoup de fois où on travaille pour rien. Donc tu es obligé, grâce à cette commission-là, d'amortir l'effort passé. Tu as ça, tu as le fait que le client lui-même, s'il a le même taux de transformation que nous, ça veut dire qu'il a beaucoup de chances de ne pas trouver son candidat. Donc s'il passe par nous, il aura plus de chances de trouver son candidat. Donc presque à la limite, j'aurais envie de lui dire, moi je trouve... J'ai jamais, tu vois, c'est marrant ce que je te dis parce que c'est pas le discours qu'il faudrait tenir, mais moi je trouve que l'idéal c'est pas de travailler avec un cabinet en exclu, c'est de travailler avec 2, 3 cabinets. Comme ça, tu te donnes encore plus de chances. C'est aussi de tester ton consultant et de l'arrêter si tu n'en es pas content, parce que tu vas voir que très vite, est-ce que ton consultant il répond un peu à tes attentes, est-ce qu'il est clean, est-ce qu'il est transparent, ou est-ce qu'il essaye de t'embrouiller, est-ce qu'il est réactif, est-ce qu'il fait bien son boulot. Tu auras exactement de la même manière que je te dis qu'un consultant doit choisir son client. Est-ce que ton client te répond? Est-ce qu'il te donne des infos? Est-ce qu'il accepte de bosser avec toi, de prendre un peu de temps pour toi? De la même manière, le client doit faire exactement pareil avec le cabinet. Et donc voilà, moi je trouve ça assez sain finalement de travailler avec 2-3 prestataires. Plus, je trouve que c'est pas très sain parce qu'à un moment, on est vraiment poussé à envoyer tous les CV le plus vite possible pour passer devant les autres. Donc ça, c'est pas très malin. Mais 2-3 prestataires en même temps, c'est bien. Trop bien. Je te propose de passer à la section Rapid Fire Question. Ok, super. Le concept est très simple. Ouais. Je vais te poser quelques questions. En fait, je vais te faire 2 propositions à chaque fois et tu devras choisir celle qui te paraît la plus logique pour toi, en tout cas. Ok. Tu verras, c'est simple et c'est assez instinctif. Première question, plutôt inbound ou outbound? Outbound. Plutôt manuel ou automatisé? Automatisé. Plutôt soft skills ou hard skills? Soft skills. Plutôt opérationnel ou stratégique? Opérationnel. Plutôt appel des candidats ou envoi de messages aux candidats? Appel. Plutôt hack ou plutôt méthode? Méthode. Plutôt rêveur ou exécutant? Exécutant. Très bien. Magnifique. Intéressant, pourquoi appel plus que message pour les approches des candidats? Alors pour 2 raisons. La première, c'est que ça te maintient alive.
que ce soit vis-à-vis des clients ou des candidats. Ça t'évite de t'endormir, surtout si tu es en 100% remote chez toi. Ouais. Donc voilà, tu es comme sur une scène de théâtre finalement, quand ça décroche, tu es là, hop. Et j'adore moi appeler sans trop réfléchir avant, parce qu'en plus ça permet de faire un peu plus de volume, et tu es dans l'improvisation et tu te lances, et c'est voilà. Plutôt que celui qui va passer 10 minutes à essayer de rechercher toutes les infos qu'il faut, etc. Et puis à la fin, il va appeler, il va se prendre un répondeur, parce que 4 fois sur 5, tu te prends un répondeur. Ouais. Alors, franchement. Et ensuite, tu peux tout de suite aussi avoir des retours du client, donc de ton candidat, voir comment il décroche. Tout de suite, tu l'évalues. Moi, je me rappelle, quand j'appelais les candidats, quand je faisais le job, très très vite, tu vois si tu as quelqu'un de bien ou pas en face de toi. Tu vois si tu as quelqu'un qui te respecte, qui s'intéresse à ce que tu lui dis, tu as des infos immédiates. Et puis tu gagnes un temps fou. Enfin, les candidats, ils vont pas checker leurs emails toutes les 5 minutes. Le téléphone, il sonne, ils sont obligés de décrocher. Donc, appel plus SMS. Aujourd'hui, les SMS marchent énormément. Ouais, ça marche bien. Que ce soit vis-à-vis des candidats ou des clients même. Même Ouais. avec les clients, en échange avec SMS, ça permet de gagner du temps. Et hop, t'as ta petite sonnerie, tac, tu réponds pas. Ouais. Et je trouve WhatsApp aussi, je trouve ça marche bien. Oui, ça marche bien. pour le Nous client. on l'a pas exploré. Alors, il faut aller sur le WhatsApp Pro, normalement, toujours pour des raisons légales. Et je sais plus pourquoi on n'y a pas été plus que ça, mais effectivement, WhatsApp, c'est bien. Trop bien. Est-ce que tu as des ressources que tu as écoutées, lues, vues récemment que tu aimerais Alors, partager? je t'ai parlé de Silicon Carnet tout à l'heure. Je Ouais. trouve que c'est intéressant. À une époque, j'écoutais beaucoup Mathieu Stéphanie. Là, je l'écoute moins parce que j'ai moins le temps. Moi, j'adore écouter ce qui est BFM Business le matin. 7 minutes, alors j'ai mes petits épisodes, 7 minutes entre Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Je sais pas si ça te parle. Jean-Marc Daniel, prof à l'ESCP, qui est un personnage, tu le connais, tu vois qui c'est? Non, je vois même pas. Il est fantastique. Ok. Il a un look vraiment à l'ancienne, c'est le papy idéal, il a une culture incroyable. Et il te sort des citations latines toutes les 5 minutes. Il est évidemment très cynique. Il a toujours une vision très triste de ce qui va se passer, mais il est drôle. Et voilà, il y a un côté un peu romantique dans l'analyse économique. Et Nicolas Deuze qui est en face, beaucoup plus cartésien, le journaliste. Donc voilà, moi je conseille de les écouter tous les deux, tous les matins. Je le fais peut-être pas tous les matins, mais ça dure pas longtemps et c'est enrichissant d'une manière générale. Trop bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui, selon toi, pourraient être intéressantes d'accueillir sur ce podcast? Oui, tout à fait. Je viens de découvrir aujourd'hui une société d'intérim qui s'appelle j'ai peur de dire une bêtise. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? Clash Intérim, non? Slash Intérim, voilà. Je trouve que le nom est curieux. Je leur ai même pas parlé, mais j'ai vu qu'en 3 ans, ils avaient grossi hyper vite. Et donc, ils font la même chose que Julien Bader avec le Mercato, c'est-à-dire qu'ils prennent des indépendants pour faire de l'intérim. Je ne savais pas du tout que ça existait, et apparemment ça marche bien. Donc je trouve que c'est intéressant. Et alors c'est la fille et le père qui ont développé ça, donc c'est assez sympa aussi. Voilà, mais je ne les connais pas, je les connaîtrai peut-être davantage si tu les invites. Ouais, avec grand plaisir. Voilà, apparemment ils ont l'air de vivre une belle aventure avec une belle croissance. Trop bien, bon bah c'est noté. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin? Non, merci Alexis. Et puis je vous souhaite le meilleur aussi pour vos aventures avec le gross hacking. C'est comme ça que ça. Ouais, le gros hiring. Du coup, on prend le hacking et on le transforme en hiring. Ouais, je suis hyper vieux là. Le gross hiring, je vous souhaite tous mes vœux de réussite. Avec grand plaisir, bah, c'est gentil. Merci à toi en tout cas. Merci. C'était top. À très vite. Avec plaisir. Salut, ciao.